Bonjour à tous, nous sommes en direct du ZCL, nous sommes aussi en direct de RHT qu'on salue puisqu'on va être avec eux pendant le tour de Marie-Galante au moins aujourd'hui, demain et vendredi, et avec d'autres tours et aussi avec d'autres radios. Nous aurons l'occasion d'y revenir parce que tout à l'heure, normalement, Joby va nous appeler en direct de Grand-Beau. Sinon, eh bien, l'actualité, c'est le retour des Sargasses, mais à Capester de Marie-Galante, on verra tout à l'heure le reportage d'Albert Birus. On parlera de la rentrée des députés. Vous savez, les 4 députés guadeloupéens sont arrivés à l'Assemblée nationale française. Il y avait donc la séance d'ouverture hier. Et vous savez aussi que M. Servat a essayé de monter un groupe de députés, entre guillemets, ultramarins. Il a échoué. On en parlera tout à l'heure avec le reportage de Maurice Cessé. Et puis c'est la saison pour l'école, pour les enfants qui n'ont pas suffisamment de temps pour étudier leurs leçons. Mais opération coup de pouce, c'est aux abîmes. On va en parler aussi tout à l'heure. Nous aurons comme invité aujourd'hui Mbitako. Alors, John Doulier. Mbitako, c'est un ouvrage important. Au moment où on parle du centenaire de Guy Tyrolien, il a étudié Balle d'Or, il a étudié aussi Veuille vivante au matin, c'est à l'époque où il était étudiant, et bien il parlait de ça tout à l'heure, l'œuvre poétique et narrative de Guy Tyrolien, c'est très important, c'est un ouvrage à avoir si vous voulez mieux comprendre l'œuvre de Tyrolien. On va recevoir aussi Sylvie Adélaïde, Odyssée, l'exposition ouvre dans les jours qui viennent. Elle viendra parler un petit peu de son œuvre plastique, de ses étudiants aussi, des gens qui sont avec elle et qui travaillent dans son atelier Odyssée. Et puis nous devons recevoir, comme chaque semaine, Mina, la psychologue de ZCL. Aujourd'hui, elle va parler des addictions, mais qu'on est accro de quelque chose. Et on va terminer avec le Coco et Abricots. Coco et Abricots, c'est Jocelyne Nampry, comme chaque mercredi. Voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL. Je dis que nous sommes en direct de RHT. Alors, je ne sais pas si Joby est déjà prêt. En tout cas, si Joby est prêt, il va nous appeler pendant cette discussion que nous allons avoir avec Mbitako. Mbitako, bonjour. Bien, bonjour, Daniel. Alors, merci d'être venu là, puisque vous venez pour parler de centenaire à Guy Tyrolien, et en partant de ça, et moi apprendre ça, qu'au fond, le travail de recherche important, ainsi, Jean-Michel Maquet Poésie, et Jean, ou décatier tout ça dans le mémoire de maîtrise, c'est là où tu es étudiant, ça? Oui, en fait, étudiant moi en littérature Lille, et où ça... En Fouadila, oui. Mais en tout près l'Angleterre, comme on disait, il travaille avec moi par rapport à la littérature à la Caraïbe. La Caraïbe, là, ils ont l'eau édité en Angleterre, en aller Lille, puisque ça t'a arrangé moins. En partie, il y a non plus côté technique qui t'a empêché moins. Ouais, pas tout le temps, moi. Non, pas tout le temps, moi, pour étudier, puisque des côtés, mon commandé au point plus de temps. Pour moi, c'est étude, et pour plus d'autres butins, c'est étude d'intérêt. Alors, on choisit la moitié, un côté, on est à 12 moments. Ouais. Comme ça, on le dit aussi, on est d'autre côté, on est une fête, réunion, amusement tous les jours, et on est travaille moins, on est étudier moins. Et là où il va en licence, il y a une première question qu'il va poser. Alors, encore après, arrêtons tout petit moment, juste pour nous faire un petit tour, Marie-Galante, on a quoi que nous ni Joby. Oui, allô, Joby? Nous pas au retour là. Zébris, on n'a pas le retour, on n'entend pas encore. Voilà, je crois que ça y est. Joby? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour Danick. Alors, je sais que là, bon, c'est les dernières heures avant le grand départ de ce 41e tour. Quelle est l'ambiance à Grand-Beau? Pour l'instant, à Grand-Beau, l'ambiance est bonne, hein, il n'y a pas de problème. On a un public qui s'est déplacé hier soir, nombreux pour la cérémonie d'ouverture, pour la présentation de ces 23 équipes qui étaient pratiquement toutes présentes. Et puis, ils seront plus d'une centaine, Marc Danick, 146 précisément, soit 23 équipes engagées pour cette 41e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. La Martinique est fortement représentée avec la présence de 7 clubs, des autres pour la plupart. On a, par exemple, la formation de l'AEC en compagnie du Winner Team. Il y a également la formation de Firos en entente avec la pédale pilotine, la pédale d'or Joséphine, pardon, les Madina Bikers et l'US SC et la pédale pilotine, évidemment. Le départ de cette première étape longue de 113 km sera donné à 15h avec un passage dans toutes les communes de l'île et les montées de Grand Bassin, du Corse, Beaufils, et pour une arrivée qui aura lieu à Grand-Beau aux environs de 10h50. Il faut savoir également, Danick, qu'il y avait un petit souci avec l'hébergement des coureurs.
joueurs, mais pour l'instant, tout est rentré dans l'ordre, donc pas de problème d'hébergement. Et puis la fête devrait véritablement commencer dans à peu près 1 heure, puisque le départ, on l'a dit, Danick sera donné aux environs de 15 heures précisément. Joby, juste une question, vous m'entendez? Oui. Alors, bon, je sais que c'est toujours compliqué à dire. Est-ce qu'il y a des cyclistes sur lesquels on peut déjà miser pour ce Tour de Marie-Galante? Ah bon, les coureurs on peut miser dessus, peut-être pas les coureurs, mais en tout cas on a la formation par exemple du VCG qui a beaucoup dominé la première partie de saison. On a également la formation de l'USPCP qui revient en force avec des garçons comme Vargas, et puis on l'a vu aussi comme Chacon qui a remporté la course du côté de Sainte-Rose, c'était le Julius Salibieux. Vous avez aussi la formation du CD qui n'est pas en reste, et puis les jeunes de Calcul Assainissement qui seront présents également en force et en nombre. Et puis on ne devrait pas non plus Danick faire l'impasse sur la formation de la GCA et puis les formations martiniquaises qui sont présentes également. Et puis là on peut parler de certains garçons comme les Vénézuéliens Salinas ou bien encore Bessira. Et puis il y a ce toujours jeune Arcade avec sa formation des Madina Bikers. Et puis vous avez aussi le petit Tademart Eddie Michel Lassousse et évidemment donc d'autres garçons encore. Par exemple, on sait que le coureur de la formation du VCS, il est très content d'être présent sur l'île et surtout, il devrait se montrer à son avantage puisque vous savez ce qui s'est passé, il a faim comme on dit et certainement on entendra parler de ce garçon. La formation magantaise, c'est vrai, on va dire... pour être précis, ce n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Nové Loï, qu'on a connu il y a quelques années, apparemment n'est pas au mieux de sa forme. Le petit Eglela Ouigik, il me semble qu'il est le mieux. Joby, on va rapidement vous interrompre. Vous m'avez dit que l'étape à 115 km à peu près, c'est ça? 113 km. 113, c'est Grand-Bourg? Grand-Bourg en passant par les communes de Turin. Donc, vous savez, Magalante n'est pas très grand. Donc, ce qui veut dire que pour cette première étape, on aura l'occasion de visiter toutes les communes de l'île et puis surtout penser à cette petite montée aussi. Vous savez que le terrain magalantais est très compliqué, très difficile. Donc, les coureurs auront de quoi se mettre sous la dent cet après-midi. Merci. Donc, Joby en direct de RHT, de cette kyriade de radio associative qui suivent avec nous ce tour, qui sera en direct du ZCL à partir d'aujourd'hui, mais aussi demain et vendredi, puisque malheureusement samedi et dimanche, il n'y a pas de ZCL, mais vous saurez en tout cas le résultat si vous suivez l'information, puisque Canal 10 est aussi présent, Pascal Abattant est là-bas, et vous aurez l'occasion de revenir en images cette fois-ci sur le tour de Marie-Galante, 41e édition. Voilà, on revient donc à ce travail littéraire, ce travail de décryptage de l'œuvre de Patrice Tirolien, et nous recevons Mbitako, et je rappelle qui a sorti cet ouvrage, l'œuvre poétique et narrative de Guy Tirolien. D'après moi, il faut tout professeur de l'école qui peut apprendre Tirolien. Alors bien évidemment, il y a toujours qu'à parler de la prière du petit enfant nègre, mais pas rien qui ça dans Tirolien. Alors, on a commencé par là. Effectivement, on y a raison. Si on prend Baldor, il y a 33 poèmes. Ouais. Et la prière d'un petit enfant nègre est un des 33. C'est un, ouais, mais donc, comme toujours, il prend une. Oui, donc nous disons, moi je dis aux Guadeloupéens, je dis aux lecteurs, ne vous laissez pas piéger par un poème. Oui. Il faut lire les autres, les 32 autres. Mais en plus, il y a des poèmes de Guy Tirolien dans Feuilles vivantes au matin. Tout à fait. Feuilles vivantes au matin est un recueil unique dans la mesure où c'est un recueil de récits, des nouvelles, mais en même temps avec des poèmes intercalés. Oui. Donc il faudrait que les gens prennent le temps de lire les poèmes de Baldor d'une part, et ensuite de lire les poèmes de Feuilles vivantes au matin dans la série Poésie, et ensuite de relire Feuilles vivantes au matin pour les textes narratifs. Alors, Mbitako, c'est important, je disais, cet ouvrage, parce qu'il y a un aspect chez Guy Tirolien qui est très méconnu. Bien sûr, il y a ce poème, mais sur le côté contestation sociale. Et vous avez justement, travaillé sur cet aspect dans votre ouvrage. Et j'aimerais bien, pour les Guadeloupéens qui nous écoutent, et les Martiniquais, et ceux qui sont en France aussi, qui connaissent peu l'œuvre de Tirolien, qu'on vous disiez un petit peu que Guy Tirolien,
tout compte fait, dans ses écrits, il prenait position. Alors, il faut bien que les gens comprennent le parcours de Guy Tyrolien. Guy Tyrolien est né en 1917. Il est parti faire ses études en France en 1936. Oui. J'explique bien aux gens deux choses. 1936, c'est d'abord 1935-36 en Guadeloupe, le tricentenaire. Oui. Béquet, Carré, Rouleau, nous prend la Guadeloupe. Oui. Et la France, premier devant l'Académie, le ministère, le Sénat, etc. Tout va bien. Et donc, il y a un matraquage de communication sur les bienfaits de la colonisation française en Guadeloupe à travers la fête du tricentenaire érigée en monument national. D'accord, il y a même un bouquin de Lénis Blanche qui est paru à l'époque. Hein. Voilà. Lénis Blanche, professeur de Guy Tyrolien à Carnot. Tout à fait. Professeur qui ne respectait pas tout à fait son contrat de fonctionnaire. Tout à fait. Ensuite, 1936, c'est aussi en France le Front populaire. Le Front populaire, ce sont les gens de la gauche qui arrivent au pouvoir et qui veulent changer un peu le système de travail et la façon dont les patrons considèrent les salariés. Ça va donner des tas de choses, les congés payés, etc. C'est vraiment une révolution. Et donc, une semi-guerre civile parce que les gens de la droite n'acceptent pas que les gens de la gauche soient au pouvoir. Et Félix Eboué a été nommé en Guadeloupe par le Front populaire. Dit fait Simone. Ensuite, n'oublions pas non plus que vous avez donc la montée du communisme suite à la victoire de Lénine en URSS. Et le communisme se répand dans le monde entier, en particulier dans les colonies. Et la montée du nazisme. Le livre de Hitler apparu en 1921. Mein Kampf. Mein Kampf en 1920-1921. Et il est au pouvoir depuis 1933. Il a balayé les communistes à Berlin. Il a déjà montré son programme et la tension monte en Europe en 1936 quand Guy Tyrolien arrive à Paris. Donc, ensuite, il y a eu un événement récent à Paris. Les Guadeloupéens devraient pouvoir retrouver des documents faciles sur cela. C'est l'exposition coloniale. Vous savez, le clou de l'exposition coloniale, ce sont les nègres dans les cages, les exhibitions. Donc pensez bien à quelle époque nous vivons. Ensuite, je dirais un dernier mot là-dessus, sur le plan historique. On n'est pas très loin de René Maran avec Batouala. René Maran, fonctionnaire colonial, qui a été dégoûté par le système et qui a écrit un livre qui a remporté le prix Goncourt, mais qui a été liquidé par l'administration. C'est devenu un des plus grands ennemis. Mais en même temps, dans les années 30, vous avez aussi l'Étudiant Noir, un journal contestataire d'étudiants négo-africains, africains et antillais qui contestent la colonisation. Vous avez aussi le retour du Congo de André Gide. André Gide qui n'est pas un colonisé. André Gide qui est un auteur bien pensant de la nomenclature française. Et André Gide qui a l'immedifecio, il décrit des situations inimaginables. Donc vous avez un contexte de colonisation et de contestation. De mépris. Et vous avez des gens comme Aimé Césaire, Guy Tyrolien, Damas, Senghor, mais il y en a beaucoup d'autres qui contestent contre cela. André Breton a pris position de notre côté, comme Jean-Paul Sartre le fera plus tard. Bien sûr. Voilà. Donc ce contexte permet à certains Antillais de dire nous pas d'accord, évitez là ça. Ensuite, il y a le mouvement négrisme en Haïti. Vous avez aussi le mouvement de Black Harlem, avec des écrivains, des peintres, des danseurs, etc. Des gens comme Joséphine Baker. Vous avez le jazz qui est arrivé à Paris dans les années 1917 et qui est resté après la guerre. Et donc, il y a un mouvement qui dit au monde occidental, au monde colonialiste, arrêtez ça. Et Guy Tyrolien va très loin puisqu'il commence par demander à ses frères d'ouvrir leur conscience, d'ouvrir leur esprit, de détruire ce qui ne va pas pour construire quelque chose de tout neuf. Et si tu permets, je vais te lire un poème que tout le monde doit connaître. C'est un poème très important. C'est un poème binaire. C'est un poème en deux temps. Adieu, adieu, foulard. C'est un poème en deux temps. D'abord, une destruction. L'élimination de quelque chose de négatif pour nous, évidemment. Et la construction, la proposition de la construction de quelque chose de positif pour nous, évidemment. Donc, ce poème est dédié à Jacques Roumet avec une citation « Nous ne chanterons plus les tristes spirituels désespérés ». Je rappelle que le livre de Jacques Roumet, le principal ouvrage de Jacques Roumet, a fait le tour du monde. Gouverneur de la Rosée a déjà fait le tour du monde, a fait le tour du monde aussitôt sa parution. A été traduit dans des dizaines de langues aussitôt qu'il a été publié.
Nous ne chanterons plus les défuntes romances que soupiraient jadis les doudous de miel, déployant leurs foulards sous nos plages de sucre pour saluer l'envol des goélettes ailées. Nous ne pincerons plus nos plaintives guitares pour célébrer Ninon, la belle Amélie, le cristal pur des rires, le piment des baisers, ni les reflets de lune sur l'or des peaux brunes. Nous ne redirons plus ces poèmes faciles exaltant la beauté des îles fortunées, odalisques couchés sur des tapis d'azur que caresse l'haleine des suaves alizés. Nous unirons nos voix en un bouquet de cris à briser le tympan de nos frères endormis. Et sur la proue ardente de nos îles, les flammes de l'eau colère rougeoiront dans la nuit en boucan d'espérance. Nous obligerons la fleur sanglante du flamboyant à livrer au cyclone son message de feu. Et dans la paix bleutée des aubes caraïbes, nos volcans réveillés cracheront des mots de soufre. Mais forts de la nudité riche des peuples sans racines, nous marcherons sereins parmi les cataclysmes. Poème là, ça a montré qui moun qui dit lien. Ni un bitin qui pas bon, constat. Ouais. Diagnostic. C'est l'anti-doudouisme d'ailleurs. Voilà, d'accord. Comme les gens qui écrivaient des textes qui ressemblaient trait pour trait à un texte d'un Européen en visite chez nous. L'exotisme à l'envers. Nous sommes exotiques pour nous, à nos propres yeux. Les premiers textes des Béquets d'ailleurs de l'époque, on va dire coloniale même. Mais c'est tout à fait normal. Mais après que les négro-africains, les descendants d'esclaves écrivent le même type de texte, ça pose un problème. Et je citerai aussi pour ceux que ça intéresse, un penseur important de cette ligne de réflexion, c'est René Ménil. Et vous pouvez trouver les textes de René Ménil dans Triste Tropique, dans Tropique, la revue Tropique, et dans d'autres revues. Ce sont des penseurs qui ont posé les questions qu'allaient poser des philosophes comme Sartre ou comme Frantz Fanon. Tout à fait. D'accord ? Et ça mérite vraiment notre attention aujourd'hui pour que nous comprenions quel cheminement a été celui des gens de la négritude comme Guy Tyrolien, Aimé Césaire, Damas et Senghor, comme pionnier. Alors, moi, la question que je vais vous poser, Mbitako, pourquoi avez-vous choisi à l'époque, puisque ça remonte à quelques années, puisque à l'époque où j'étais encore étudiant, Guy Tyrolien, il aurait pu avoir n'importe quel autre poète. Non, justement. Antillais, etc. Ça aurait pu être Damas, ça aurait pu être Senghor, ou même Maran. Enfin, pourquoi Guy Tyrolien? Alors, quand on choisit un sujet de mémoire, l'une des premières conditions, c'est d'avoir encore de l'espace de réflexion, oui. Que l'auteur n'ait pas été trop étudié. Or, à l'époque, en 1988, enfin en 1987, puisque on choisit son sujet de maîtrise qui doit être validé par l'université pendant l'année de licence, donc en 1987-88, j'ai dû faire mon choix pour 1988-89, et des gens comme Césaire, comme Damas, Senghor, etc. Hyper étudié. Lilian Castelou avait sorti son ouvrage. Et je dois dire que j'ai rencontré Guy Tyrolien par Aimé Césaire, par la tragédie du roi Christophe, avec M. Chéry. Ah, d'accord. D'accord ? Qui a été mon prof en terminale, j'ai eu la chance de redoubler la terminale. Ah ouais, puis bien vite écrire, ouais. Et M. Christophe Chéry nous a fait étudier la tragédie du roi Christophe. À partir de là, nous avons étudié la pensée de Césaire et la pensée de la négritude, et donc des textes comparatifs comme chez Damas ou chez Guy Tyrolien. Et comme moi je suis curieux, nous a dit faut connaître, faut chercher. Comme je suis curieux, je ne me suis pas contenté de lire un ou deux textes de Guy Tyrolien, mais j'ai lu l'ensemble des textes de Guy Tyrolien à l'époque à la bibliothèque Rémy Souta, et je suis tombé amoureux de ses écrits. D'accord. Pourquoi ? Parce que les textes de Guy Tyrolien sont chargés d'une puissance d'identité, culture, amour, dignité. Quand on lit ces textes-là, on est appelé à se transformer dans le positif, dans une dynamique de construction de soi-même.
et dans une réflexion sur la collectivité. Comment améliorer le sort de la collectivité? Ça n'a pas été assez dit pendant ce centenaire de Guy Tyrolien. On a entendu beaucoup bon, faut le dire, de discussions, sur dithyrambiques sur Guy Tyrolien autour d'un poème, mais l'œuvre fondamentale de Guy Tyrolien n'a pas été étudiée. Danick, je pense que l'ouvrage, il vaut le déplacement. Hein, Danick, je ne veux lancer la pierre à personne. D'ailleurs, moi, ma main en moins poc, en pas foutu voyer roche. J'ai assisté à une conférence par un éminent conférencier qui n'a même pas prononcé le titre du deuxième recueil de Guy Tyrolien pendant la conférence. Voilà, c'est seulement cette absence. Donc, ensuite, moi, je ne suis pas dans les mots, je suis dans l'écrit. J'ai fait un bouquin sur Guy Tyrolien afin que nous ayons une référence et que d'autres en fassent encore mieux en s'inspirant de ce qui a déjà été fait. Et je cite l'ensemble de la bibliographie qui existe sur Guy Tyrolien en 2017, puisqu'en 1989, il n'existait rien. En 1988, il n'existait rien. J'ai été l'un des premiers à faire un travail de ce type sur ses œuvres. Donc, moi, je veux que l'écriture reste et que nous ayons des bouquins qui parlent, qui analysent, qui ouvrent des voies de lecture et de compréhension sur les textes de Guy Tyrolien. Alors, il est 12h57, je posais quelque chose qui n'a rien à voir. Guy Tyrolien centenaire, bon, je le dis parce que j'ai lancé l'idée d'un centenaire pour Madame Mounderivel. Ça vous interpelle? Alors, j'ai lu l'article que tu as rédigé sur Madame Mounderivel, Kimoun, et j'ai rencontré Winnie Kaona. Oui. Je pense que en créole, nous avons dit, Timoun n'a pas montrer maman fait petite. On est l'enfant de quelqu'un. On peut ne pas aimer son père, ne pas aimer sa mère ou sa grand-mère ou son grand-père, mais on est l'enfant, on est l'héritier d'eux. Or, des gens comme Stélio, des gens comme Mounderivel, des gens comme beaucoup d'autres qui ont composé de la musique de Biguine, qui ont joué la Biguine. Al-Liova, c'est celui-là dont je cherchais le nom. Qui ont composé de la musique de Biguine, qui ont joué la Biguine à Paris ou ailleurs dans le monde. Ces gens-là, eh bien, ils méritent notre attention. D'ailleurs, le bal nègre vient de rouvrir à Paris. Tout à fait. Il y a des gens qui ont demandé qu'ils ne mettent pas le mot nègre, comme si on ne peut pas respecter la valeur historique de ce mot. Mais il a rouvert, l'héritier a rouvert cette semaine ou le mois dernier le bal nègre à Paris. C'était un endroit magique pour la musique antillaise à l'époque et pour les Antillais qui étaient là-bas et les Africains qui étaient à Paris à l'époque. Oui. Donc, Winnie Kaona a lancé l'idée d'un centenaire. Elle a organisé quelque chose à Sainte-Anne avec le maire de Sainte-Anne par rapport à comme prélude, comme préparatif. Et elle lance l'idée à partir de janvier 2017 2018, excusez-moi, merci, du centenaire Mounderivel. Il faudrait que, moi je trouve que les petits Guadeloupéens, est-ce qu'un petit Français trouverait normal qu'on ne lui enseigne pas Mozart ou Victor Hugo. Tout à fait. Donc ce sont des anciens, mais les anciens ont forgé quelque chose de ce que nous sommes aujourd'hui. Une partie de notre identité, il faut donc le dire. Moi je suis peut-être plus gros cas que Biguine, mais ce sont deux choses différentes. Quand je travaille, j'écoute de la Biguine. Je veux dire que le type de concentration que je peux avoir avec des Biguines, ou avec du jazz, ou avec du goka moderne, ce n'est pas le même type de concentration que je peux avoir avec du gros K, ou avec Eugène Mona, ou avec Dédé Saint-Prix. Tout à fait. Ce sont deux musiques différentes. Donc, il faut que nous héritions aussi ce que Mounderivel a laissé. Exactement comme hier, il y a la commémoration du centenaire du musicien guyanais à Paris, dont l'école de Bémao porte son nom. Je vais vous dire, attendez. Henri Salvador. Voilà, de même que nous célébrons. Oui, et nous célébrons Guy Tyrolien parce que c'est quelqu'un de majeur. Mais en France, chaque année, vous avez des célébrations de 300 ans, de 350 ans, ou de 400 ans, ou de 800 ans de tels écrivains. Merci pour ce petit clin d'œil. Alors, on va revenir à l'œuvre poétique et narrative de Guy Tyrolien. Vous avez une conférence, il faut le dire. Alors, j'ai une conférence débat. Lecture, conférence, débat, parce que je déclame quelques poèmes, je lis des extraits, je présente un peu la vie de Guy Tyrolien et j'explique un peu sa vie d'écrivain et je réponds aux questions. Donc c'est une lecture, conférence, débat demain soir
à la bibliothèque universitaire de Fouillol. Je remercie encore l'université, le pôle de Saint-Claude et le pôle de Fouillol pour m'avoir invité, puisque nous avions déjà une première tentative en mai, mais l'alerte orange nous avait obligés à arrêter la manifestation pendant qu'elle était en cours. Donc, demain soir, jeudi 29, soirée Guy Tyrolien à la bibliothèque universitaire de Fouillol, autour de ces livres, autour de mon travail, de mon analyse, pour que nous devrions dire à nos enfants également que Guy Tyrolien a été fonctionnaire colonial. D'accord, ça c'est son métier d'homme, oui. Mais il a été ministre au gouvernement du Niger, de 60 à 65, secrétaire général du gouvernement du Niger, à part l'époque Kimoun. C'est lui qui a construit l'information au Niger. Les radios, les télés, le président lui a confié cette tâche. Il a voyagé dans le monde entier, notamment aux États-Unis, pour aller voir comment on pouvait construire des médias dans un pays nouvellement né de la colonisation. Vous avez une autre actualité rapidement, puisqu'on va se quitter. Ah oui, oui, il y a les amis martiniquais qui organisent un concours de poésie en langue créole. Oui. C'est organisé principalement par Daniel Boukman et son association. Donc il y a ça va jusqu'au 30 juin. Bon, je ne pouvais pas m'en occuper avant malheureusement, mais je leur donnerai un coup de main la saison prochaine. Donc c'est simplement jusqu'au 30 juin. Il y a un numéro de téléphone et une adresse email que je vais vous donner dans un instant. Donc le numéro de téléphone c'est 0596 61 85 62. 61 85 62. Et l'adresse email c'est tirage KL2 @gmail.com. Et ils sont sur Facebook aussi, Calbaslo, ça s'appelle Calbaslo. Voilà. Bien, mais merci en tout cas, Invitako, d'être venu. Je rappelle donc pour les gens qui prennent en cours que l'ouvrage s'appelle L'œuvre poétique et narrative de Guy Tyrolien. De quoi tu veux de tous côtés déjà? Je n'ai pas toutes les informations, mais l'association Racine a des exemplaires. Oui. Etc. Il y a les bouquins. On trouve les bouquins. Je dis, si mon monde qui a écouté nous là, si on vient d'ensemble, il a fait là, il peut trouver les livres en moins. Oui. Oui, mon livre, il vient de sortir avec l'appui du conseil départemental qui m'accompagne, et je remercie de nouveau Madame Borel, son équipe culturelle et la vice-présidente Madame Rode à la culture. Oui. Et effectivement, nous voulons profiter de ce genre d'occasion pour dire aux Guadeloupéens que la lecture est fondamentale dans le développement d'un être humain, notamment dans l'intelligence. Oui. Pas parce qu'on a lu plus ou que plus savant qui prend le monde, mais là on a lu plus ou que moins couillon qui vous même à vous. Reconnaître. Voilà. La lecture, c'est fondamental. Alors nous pas ni temps malheureusement toute bibliographie, mais on dit quand même pour les gens qui passent pour ça, en recherche non là, petit Jean Diabla. Conte théâtre à dire quoi traduit en créole, son mot fait à livre. Alors, même gens-là, nous peut parler aussi de Barack Obama, on lui en a acheté meilleur, parce que moi, quand je prends l'anglais, on mettre en créole. Oui, et son bitin pour nous faire, puisque en plus, je dis jour, la Guadeloupe rentrait à dans CONCACAF, à dans système à gouvernement caribéen. Oui. Donc, faut nous capables manier anglais là bien, manier créole là bien, manier français là bien, manier espagnol là bien. Puisque dans réunion à politique nous à présent avec voisins nous, mi-jour là il y a recevoir association ACML là recevoir mes haïtiens. Ben c'est pourquoi parler français et créole. Oui. Mais ces haïtiens là parler plus créole. Et heureusement nous comprendre nous. C'est dominicain là ici qu'on parler créole. Et nous recevoir équipe football là tout le monde. Nous avons l'ernage qui a développé, puisque nous n'y droit à présent, il faut nous mettre, d'après moi, anglais, créole, français et espagnol. Ok. Merci. Bon, merci, Vinia. Respect, Canal 10. Et à bientôt. En tout cas, nous avons l'occasion de revenir pour ma lecture là, parce que c'est un truc qui est fondamental. L'œuvre poétique et narrative de Guy Tyrolien, 13h06, nous prenons si bon retard les publicités là. On démarre, on se retrouve tout de suite après pour le développement des autres titres. Et bien sûr, on va recevoir Sylvie Adélaïde qui est déjà là. Et puis la suite, Mina qui est notre psychologue du ZCL, et bien sûr la rubrique Coco Isabouko avec Justine Nampoui. C'est parti pour la pub, on se retrouve dans un instant.
Voilà, il est 13h12 dans le ZCL. Eh bien, c'est parti encore jusqu'à 14h. On va parler d'abord d'informations sur le retour des sargasses à Capesterre de Marie-Galante. C'est un peu comme l'année dernière. Et c'est Albert Birus tout à l'heure qui va nous faire ce reportage. On parlera tout à l'heure de la rentrée des députés de la Guadeloupe, mais aussi des autres régions. Et Maurice Cessé était à l'ouverture de cette première séance du Conseil de l'Assemblée nationale française. Et puis l'opération coup de pouce aux amis. Alors, il faut que je vous le dise aussi, c'est aujourd'hui l'ouverture officielle de Cinestar, nouveau complexe, premier grand complexe de cinéma d'une dizaine de salles. Au moment où je vous parle, les VIP sont encore en train de sillonner les couloirs de cet ensemble de cinéma, ce multiplex, ce complexe. C'est assez impressionnant, assez beau. Alors, réaction déjà du Rex, puisqu'on nous annonce déjà dans les années qui viennent, peut-être même les mois qui viennent, la construction d'un deuxième multiplex en Guadeloupe. Donc ça veut dire que dans moins de 5 km, qu'il y a 20 salles de cinéma. Bon, enfin, on verra si le public pourra suivre. En tout cas, on revient à la Guadeloupe et on va parler des sargasses à Capesterre de Marie-Galante avant de recevoir Madame Adélaïde Sylvie, artiste PET. Et donc, sargasses à Capesterre, c'était l'année dernière, la commune a beaucoup souffert de ces sargasses et c'est le retour de ces sargasses. Je me souviens, il y a quelques semaines de cela, un spécialiste nous avait dit que les sargasses, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. En tout cas, ça cause quelques soucis. Reportage Albert Birus, c'est directeur de Capesterre Marie-Galante. Pas de décision de prise. La seule chose que nous, en tant qu'association, nous voulons faire, c'est interpeller la population de Marie-Galante dans sa globalité, surtout tout ce qui est association environnementale, pour faire comprendre aux gens que nous sommes en danger. La santé des personnes est menacée, particulièrement à Capesterre où il y a énormément d'échouage de sargasses. Il faut comprendre que les sargasses respirées à un fort taux et sur une durée très élevée sont hautement nocifs pour la population. Aujourd'hui, visiblement, selon ce qui a été dit en réunion, le taux est de 43 ppm, alors qu'à partir de 10 ppm, il faut normalement que la population soit évacuée. Donc comprenez bien qu'entre 10 et 43, il y a une marge énorme. Ça veut dire que tout de suite, là, il n'aurait même pas dû avoir de personnes à Capesterre. Il y a une seconde réunion qui se déroulera à la mairie de Capesterre à 15h30. Donc la même réunion de ce matin qui n'a pas pu se tenir comme convenu est reportée à Capesterre, en espérant qu'il y ait le maximum de personnes, parce que les sargasses, ça reste une priorité normalement. Mais on n'a pas l'impression que les gens prennent vraiment la conscience et la mesure du problème. Donc une deuxième réunion est prévue et après on verra ce qu'on fait. Mais là, il faut vraiment que, là on est vraiment en crise, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, élu, et surtout la population, parce qu'il faudra des moyens matériels, mais aussi des moyens humains, pour pouvoir venir pas à bout, puisque on peut y arriver, mais au moins qu'on puisse évacuer les algues qui échouent progressivement sur nos côtes. On ne peut pas dire tout à fait que ça nous gêne parce que la nature fait ses affaires, mais heureusement qu'on a des intervenants qui réagissent vite, c'est-à-dire que c'est arrivé mais ça part aussi vite. Donc du coup, comparé à l'année dernière, les choses sont plus rapides, donc ça ne nous gêne pas vraiment. Hein. Ah, moi je reste chez moi, hein, je pars pourquoi? Chaque commune alors peut-être que je vais partir pour aller autre part, il y aura autre chose, c'est comme ça. On prend les choses comme ils sont, sauf que voilà, comme je dis, que vu qu'ils ont été revenus rapidement, il y a des gens qui travaillent dedans, déjà c'est pas facile pour eux, je tire un grand chapeau parce que moi-même je ne serais pas allé travailler dans cette odeur, mais vu que cette année les dispositions sont faites assez rapidement, donc du coup on ne peut pas dire qu'on s'en va pour aller où, meurs où tu dois, si on doit mourir, on va mourir ailleurs. Hein. C'est désolant hein, parce que cabine dans l'eau, j'entends qu'on va y tibouer, demain on va y l'eau et ça gênant parce que l'eau de là, tibouer fort, ça va gêner bon. Nous-mêmes, nous avons pêché des moments à si wash là et ça va porter en l'eau poisson. Pour ça, il va porter en l'eau poisson parce que nous-mêmes avons pêché, nous avons toujours en l'eau poisson. C'est serviteur, mais l'eau de là, tibouer trop fort. Mais nous ne pouvons pas laisser Capesterre pour aller pour d'autre côté, parce que l'eau de là, c'est partout. Même si vous Capesterre, même si vous Gombou, l'eau de là, c'est à l'air où ça y est. Tous les années, c'est même bidon là. Même bidon là, même sargasse là, même l'eau de là, nous avons fait ça, nous paye. On veut faire. Mais là, nous allons pêcher si wash là, il a mené poisson pour nous, nous pas pour poisson là.
Voilà, c'est M. Anténoa Bazac qui était notre invité il y a de cela quelques semaines, qui nous expliquait que les Saogas, finalement, depuis très longtemps, nous les connaissions en Guadeloupe et qu'il ne fallait pas s'en alarmer davantage. En tout cas, peut-être il y aurait une utilisation industrielle. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va quitter donc ces Saogas. On va parler d'art. Tout à l'heure, on parlait de littérature. On va parler d'art avec Sylvie Adélaïde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, on va dire, la patronne de l'Odyssée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est l'Odyssée? C'est une association loi 1902 qui promue l'art et la culture, voilà, qui a comme objectif de mettre l'art au service de tous. Voilà, oui. À la portée de tous. À la portée de tous, et vous êtes vous-même plasticienne, oui. Et comme chaque année, c'est la fin de l'année. Oui. Donc c'est le temps de l'expo. Exactement. Donc l'exposition aura lieu samedi prochain, donc le 1er juillet. Et là, c'est l'occasion de montrer le travail de toute une année, donc de tous les élèves de l'atelier. Alors, vous avez de nombreux ateliers. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Sylvie Adélaïde, que justement, vous disiez tout à l'heure que mettre l'art à la portée de tous, les élèves qui viennent chez vous, ils savent déjà manier le pinceau et l'aquarelle, ou alors ils apprennent l'ABC chez vous? Il y a vraiment de tous les niveaux, mais il y a beaucoup de débutants. Oui. Donc effectivement, quand ils arrivent, on apprend, comme vous dites, les bases. Hein. Oui. C'est vraiment prendre l'œil et le faire, comment dire, devenir expert dans la perception des choses. Et ça se fait petit à petit. Et quel est le parcours en temps de débutant? C'est-à-dire quand il commence, il arrive avec les premières initiations à l'ABC, il faut combien de temps pour qu'il s'exprime vraiment? Alors, il s'exprime très rapidement, mais pas sur tous les sujets. Oui. Donc, le premier cours, pour tout le monde, c'est la même chose, on apprend les différents médiums. Qu'est-ce que le crayon, le fusain, le pastel, la sanguine? Voilà, comment on fait un dégradé? Comment transformer un objet en 3D, en 2 dimensions, en donnant une impression de 3 dimensions? Voilà, c'est ce qu'on apprend. Oui. C'est les bases. Donc, qu'est-ce qui... Je vous pose la question. Ça prend une année, cet apprentissage? Chacun va à son rythme, mais au bout de, on va dire, 2-3 mois déjà, on peut attaquer une œuvre. Alors, il y a tout un processus. Hein. Donc, on découvre les médiums secs, après les différentes techniques de peinture, et une fois que c'est acquis, on peut attaquer des sujets un petit peu plus compliqués. Alors, il faut le dire, vous faites une expo avec des étudiants. Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, fait des découvertes, c'est-à-dire avoir des stagiaires ou des étudiants qui, aujourd'hui, ont explosé, comme on dit? Ah ben oui, bien sûr, que je ne vois plus d'ailleurs. Ah bon, c'est tellement important qu'on ne les voit plus. Non, c'est pas ça, c'est que l'atelier, c'est vraiment... c'est vrai que moi, j'encourage des fois à aller voir ailleurs, mais il y en a beaucoup qui ont appris ce qu'ils avaient à apprendre avec moi et puis qui ont développé leur propre style. Donc, ils n'ont plus vraiment besoin de moi, en tout cas pas aussi hebdomadairement comme quand ils étaient inscrits à l'atelier. Donc, je les suis avec plaisir. C'est-à-dire qu'ils passent par vous pour aller vers d'autres horizons? Oui, bien sûr, mais il faut essayer, voilà, avec un prof, et puis changer de prof, pas hésiter. C'est ce qui permet aussi de s'enrichir de différentes techniques et de différentes approches. Alors, il y a le prof, il y a les étudiants, mais il y a aussi le prof ou la prof. Alors, est-ce que dans cette expo, on verra vos œuvres aussi? Non. Jamais? Là, c'est les élèves à l'honneur. Uniquement les élèves? Non, j'ai une expo qui est prévue en 2018, donc j'espère que j'aurai l'occasion de revenir en parler. Oui. Mais là, c'est uniquement les élèves. Et il y a une thématique qui paraîtra ou plusieurs thématiques au cours de cette expo? Alors, c'est sur la couleur, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc là, il y a tous les âges. Et c'est vrai que plus que les années précédentes, on a intégré beaucoup la couleur. Donc, c'est la thématique de cette exposition. Combien d'étudiants qui exposent 25 à peu près. Ouais. Des petits et des grands. J'ai beaucoup d'adultes. Ça fait quoi, une trentaine de tableaux, un peu plus? Non, ça fait une quarantaine, quarantaine de tableaux, oui, même. Oui. Alors, il faut dire que l'Odyssée se trouve à Pointe-à-Pitre. Oui.
On peut dire oui, Victor Hugo, c'est ça? Oui, Angle des rues du Gommier, Victor Hugo. Que les gens du ZCL connaissent bien, n'est-ce pas? Oui. Et donc, cette expo, l'inauguration aura lieu, donc le premier à partir de quoi, 18h, oui, on sera déjà là. Le vernissage, il y aura des petites animations. Il y aura un happening, il y a une des élèves, peut-être deux. Oui. Je suis en train d'essayer de la convaincre. Oui. Des élèves qui vont peindre sur place. D'accord. Donc, ça sera intéressant à voir. Et puis, c'est une mise aussi en situation, se mettre en danger. Donc, oui, effectivement, on verra un petit peu ce travail. En toute façon, on encourage les Guadeloupéens à venir voir cette exposition. C'est à Pointe-à-Pitre, au Victor Hugo, ça pas loin. Donc, c'est à 2 pas de la place de la Victoire. Il suffit de quitter la place de la Victoire, on remonte et on est à l'Odyssée. En fait, pourquoi ça s'appelle l'Odyssée? Parce que l'Odyssée, c'est une aventure. Oui. Donc, c'est l'aventure d'Odyssée. L'aventure artistique et... Tout à fait. D'accord. Depuis 2006. Alors, on voit en ce moment un tableau. Alors, ce tableau d'un jeune étudiant, j'imagine. Alors, là, c'est l'affiche de l'exposition qui reprend un peu quelques tableaux donc, qui ont été produits cette année par les élèves. Donc, il y a aussi bien du portrait que du paysage, que des natures mortes. Voilà, différentes techniques, peinture, crayon, sanguine. Ils font de tout alors finalement. Ah oui. Oui, l'idée, c'est de pouvoir découvrir tous ces médiums et ensuite de faire son propre choix. D'accord. Voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout le crayon, par exemple, qui ne veulent plus voir un crayon du moment qu'ils ont touché le pinceau. Ah bon, ils ne veulent plus voir un crayon. Ouais. Et puis il y a d'autres élèves qui veulent faire, par exemple, que du fusain. J'ai eu des élèves qui m'ont dit, je vais faire que du fusain. C'est extraordinaire, cette transformation. En tout cas, on donne rendez-vous donc au public et puis j'imagine que les parents viendront aussi. Ah ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr, les parents. Et puis je vous dis, j'ai beaucoup d'adultes, donc les amis, les amis. Alors quand on dit stagiaires, enfin des apprentis peintres, on a l'impression que des jeunes, mais il y a aussi des adultes. Il y a beaucoup d'adultes. J'ai à peu près, sur les 25, il y a une vingtaine d'adultes. J'ai un homme qui est venu l'an dernier rejoindre le groupe féminin. On verra ça donc à partir du 1er juillet et on aura l'occasion de vous recevoir l'année prochaine pour votre expo qui se travaille déjà. Il y a des choses, on peut avoir une petite idée? Non, c'est top secret. Voilà. Bon, ok. 13h24, on continue donc à dérouler l'actualité en remerciant Sylvia Déaï d'être venue en direct dans le ZCL. Si vous avez raté, vous avez la possibilité de revoir ce qui vient d'être montré sur www.zcl.tv. C'était la rentrée des députés élus au cours des élections législatives. On en a déjà beaucoup parlé en Guadeloupe et partout. L'un des sujets d'actualité, c'était surtout la création éventuelle d'un groupe de députés rassemblant tous ceux venus de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. Ça n'a pas fonctionné. C'est Olivier Servan qui s'est battu jusqu'à la dernière minute pour essayer de rassembler ses collègues. Mais en tout cas, il s'est retrouvé seulement avec 7 députés. Et aujourd'hui, on apprend que Max Mathiazin et Madame Justine Bénin sont au MODEM. Bien sûr, Madame Vainqueur, elle se retrouve au PS, enfin Nouvelle Gauche, puisque le PS a changé de nom, ça s'appelle désormais Nouvelle Gauche. Et Olivier Servan sera en marche avec Monsieur Macron, l'équipe de Monsieur Macron. Alors, question, quand on est dans un groupe de plus de 300 députés, à quel moment on connaît la parole? Alors ça, Olivier Servan va sûrement nous en dire plus quand on aura l'occasion de le recevoir ici. Voilà, retour donc sur cette rentrée à l'Assemblée nationale française avec Maurice Cessé, c'était à Paris. Ce sont des heures un peu habituelles, je veux dire traditionnelles, donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est l'élection du président. Donc là, on a voté, c'est 177 personnes à voter, donc c'est un peu long. Mais on attend les résultats, donc on respire un peu, voilà. Alors comment pensez-vous, il est un peu trop tôt pour le dire, travailler ici dans l'hémicycle? Le plus sérieusement possible, avec le plus d'applications possible. Ce qui nous importe, c'est avant tout la mission qui nous est confiée par les Guadeloupéens. Mais en fait, nous sommes aussi et surtout députés de la nation. Donc on va travailler dans un ensemble, je dirais, français, républicain. Ce qui sera bon pour l'ensemble de la République, bien entendu, on votera dans un contexte de majorité, du contexte de la majorité présidentielle, où en tout cas moi j'ai fait campagne et Justine Bénin aussi. Et ce qui ne le sera pas, on va être tout à fait critique, sans être, je veux dire, opposé. Donc on va faire avancer les choses autant que faire se peut. Et puis
nous allons avoir une préoccupation, c'est la Guadeloupe et la question de l'égalité, je ne dirais pas réelle, mais de l'égalité, de la remise à niveau, obtenir tout ce que nous pouvons pour notre pays. C'est toujours un moment d'émotion parce que voilà, on fait une rentrée parlementaire, on sait que le chantier qui est devant nous, les enjeux qui sont devant nous, ils sont particuliers peut-être sur cette mandature parce que c'est la première fois dans la République où il y a autant de nouveaux députés, donc il y a une vraie refondation politique, un vrai mouvement, donc nous sommes tous dans bien sûr cette interrogation, comment ça va se passer, et puis voilà, et puis nous allons continuer notre travail. Moi je suis très heureuse de vous revoir en tout cas, notre travail, faire connaître aussi les Outre-mer parce que je pense qu'il y a un enjeu là, comme il y a beaucoup de nouveaux, tous peut-être n'ont pas la culture des Outre-mer alors que jusqu'à présent on avait quand même une espèce de pratique des Outre-mer qu'on essayait de corriger aussi parce qu'elle n'était pas idéale, mais voilà, donc il y a un travail qui est nouveau là qu'on va faire. Voilà, eh bien, il est 13h28, petite page de publicité rapidement tournée. On va parler tout à l'heure de psychologie avec Mina qui est déjà là, Mina Yankamala, qu'on devient accro à un produit. Elle va pouvoir nous expliquer ça. Mais pour l'heure, on va se diriger vers les abîmes pour l'opération coup de pouce pour les jeunes qui veulent profiter de cette période vacancière. Et ça, c'est dans le cadre, il faut le dire, de l'opération de ville, puisque vous savez, la plupart des villes guadeloupéennes aujourd'hui peuvent, dans le cadre du contrat de ville, permettre à des jeunes d'aborder le programme de réussite. Et ça se fait avec les CECAS de chaque commune. Et c'est la ville des Abîmes qui a décidé de donner un petit coup de pouce à nos jeunes guadeloupéens. C'est parti pour ce reportage de Jeff Taylor. Une action de prévention contre le décrochage précoce des jeunes enfants dans le cadre de la lecture et l'écriture et notamment les enfants qui sont en CP. Donc nous avons eu sur le territoire 7 coups de pouce clés avec 5 enfants, donc 35 enfants qui ont participé donc à cette action. Il faut savoir que ce sont des enfants qui étaient en grande difficulté de lecture et d'écriture, des enfants du quartier prioritaire, puisque c'est un dispositif politique de la ville. Et aujourd'hui, tout à l'heure, là, je pense que vous avez vu aussi, ce sont des enfants, malgré leurs difficultés au départ, aujourd'hui, ont réussi à lire sans difficulté et à nous faire part de ce qu'ils ont appris dans cette action. C'est une réussite aussi parce que les parents sont acteurs de cette manifestation et de cette action, puisqu'ils doivent accompagner les enfants et s'engager dans le dispositif. Et c'est la raison pour laquelle sur certaines actions nous avons eu de manque d'enfants, tout simplement parce que les parents n'avaient pas accompagné. Mais j'ose espérer que l'année prochaine nous aurons encore une belle action avec une belle réussite. Et ça se met en place grâce au PRE, au projet de réussite éducative piloté par la ville et la préfecture et l'éducation nationale, où nous mettons en place des moyens pour permettre aux enfants après l'école, pour des enfants dont les parents, ils n'ont pas trop le temps de les faire travailler après, de garder les enfants après l'école pour les aider au niveau de la lecture, surtout au niveau de la lecture, pour les rendre acteurs de livres, principalement aimer la lecture, aimer les livres, aimer tout ce qui va avec la lecture. Ça ne s'adresse pas aux enfants qui sont en très très grande difficulté, c'est un coup de pouce clé pour les enfants qui vont entrer dans la lecture, mais qui ont un peu de mal, juste quelques difficultés. Et ça n'est en place que pour les enfants du CP. Je remercie le Cucus Clé pour les fêtes qu'ils ont mis en route pour les enfants parce que ça a donné beaucoup de pouce à ma fille pour qu'elle puisse préparer un bon CE1. Je vois une amélioration parce que c'est vrai qu'au fil des années, les maîtresses me disaient que j'étais une maman angoissée par rapport au fait que j'essayais de pousser Mathias et je constatais qu'il avait quand même des petites difficultés au niveau de la lecture. Et avec l'aide du club Coup de pouce clé, j'ai constaté qu'il faisait des améliorations petit à petit. Mais il faut dire aussi que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire la maîtresse, l'animatrice du Coup de pouce clé et aussi moi-même qui devons être là tous les jours. Et on doit se parler pour pouvoir échanger, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut rajouter au niveau des progrès de mon fils. Vraiment, j'adore la lecture. La lecture, ça apprend à lire, ça apprend à réfléchir.
Vraiment, j'adore la lecture. Voilà, c'est parti cette fois pour la page de pub et on se retrouve tout à l'heure avec Mina Yankamala pour parler d'une addiction, une forme d'addiction qu'on est accro à quelque chose et puis aussi avec notre amie Justine Nampri pour l'aloe vera. Ce sera dans Coco Isabouko. A tout de suite en direct de ZCL mais aussi de RHT. C'est parti pour la pub. Voilà, 13h36 et on va terminer le ZCL en beauté puisqu'on reçoit 2 beautés, une Black Magic Woman, une BMW, on va dire. Merci. Merci, Danick. Et une, non pas Black, mais une Indian Woman. Je parle de Mina. Bonjour. Bonjour. Alors, Mina, on va parler aujourd'hui d'addiction et le fait d'être accro, comme on dit, accro à un produit, mais on peut être aussi accro à une femme ou à un homme. Oui, c'est pas une addiction, ça? À un objet, à une personne. Oui. Alors, comment on aborde ce genre de situation quand on est accro? Donc, une personne présente une addiction quand elle perd la capacité de consommer librement, normalement voilà, de l'alcool ou du tabac ou d'autres produits. Hein. Ça peut être du café, du chocolat, mais donc là, nous allons nous intéresser plus aux produits qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Alors l'alcool, bien sûr. L'alcool. La cigarette et les drogues, voilà. Les produits illicites. Ouais. Mais on peut être accro à autre chose. Alors, sachant que dans les îles voisines produisent des drogues comme le cannabis, la cocaïne ou le crack, est-ce que les jeunes Guadeloupéens consomment plus de drogue qu'en France? Contrairement à ce qu'on peut penser, une étude qui a été réalisée en 2014 montre que les jeunes Guadeloupéens ne sont pas plus accros que les Français de France, que les Français en métropole. Et par contre, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème de toxicomanie en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Mais à la différence, les jeunes vont consommer plus tardivement. Oui. Et ce sera principalement de l'alcool ou du cannabis. Et on voit une différence entre les filles et les garçons. Donc les garçons consomment davantage que les filles. Et les garçons consomment aussi beaucoup d'alcool? Oui, beaucoup d'alcool. Oui. Parce qu'on voit le chiffre de consommation des bières, de la bière a pratiquement triplé en quelques années. Alors, qu'est-ce qui cause le fait d'être accro à un produit? Comment ça se passe mentalement, psychologiquement? Donc, il y a plusieurs dimensions en jeu, une dimension sociale, une dimension biologique et aussi psychologique. Donc, les différentes raisons, ça peut être le fait d'être au chômage. Oui. Donc sans emploi, ou encore d'être dans une famille éclatée où l'individu qui consomme donc des substances psychoactives va être isolé. Bon, il suffit, ce sont des conditions générales ou c'est tout à fait particulier, ça? Ce sont des conditions générales qui vont être propices à la consommation de produits. Et au niveau des effets des produits, un individu calme peut devenir agressif juste parce qu'il a eu une consommation abusive. D'accord. Alors, justement, quelles sont les conséquences donc, de la consommation abusive de ces drogues, de ces produits illicites? Donc, il y a tout un panel de problèmes médicaux qui vont être rencontrés, que ce soit avec la consommation abusive d'alcool, de drogue ou de tabac. Et le point commun, ça va être une déshydratation complète de l'organisme. Oui. Donc la personne va être en quelque sorte desséchée
Et donc il y aura des problèmes qui vont être rencontrés, comme des problèmes de mémoire, de façon plus banale, entre guillemets. Donc ça peut être des problèmes de constipation. Carrément, oui. Voilà, qui sont dus à la déshydratation de l'organisme. Et ça atteint le cerveau, les parties vitales de l'organisme? Oui, et il y a des maladies spécifiques selon que la personne consomme abusivement du tabac. Et on peut mettre en évidence le problème des cancers. Par exemple. Alors, quand on est accro, on est dans une situation d'addiction, est-ce qu'on a une possibilité de s'en sortir? Est-ce qu'il reste une porte de sortie? Dans un premier temps, le fait que l'individu soit conscient qu'il est accro à un produit, c'est déjà... S'il est conscient. Voilà, s'il est conscient, c'est déjà une façon de dire qu'il est prêt à être aidé par des professionnels. Oui. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La personne qui a une addiction ne va pas y arriver toute seule. Donc la prise en charge va essentiellement être basée sur des conseils d'hygiène de vie pour remédier au dessèchement de l'organisme, mais aussi avec un traitement adapté. Et donc si on se concentre sur l'arrêt du cannabis, par exemple, donc la logique, ça va être de prendre en compte le nombre d'années où la personne consomme. Donc si la personne consomme depuis 12 ans, donc il faudra 12 mois d'accompagnement vraiment intensif pour que la personne soit libérée de son addiction. Alors, ça n'a rien à voir, mais je pose quand même la question, puisque de plus en plus dans les démocraties européennes, on parle de libéralisation du cannabis, de ce qu'on appelle les drogues douces. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'aspect médical quand on dit ça? Ce ne sont pas exactement les mêmes produits bruts. On dira que le cannabis médical, entre guillemets, donc il y a des principes qui sont extrêmes, mais ce n'est pas l'intégralité de la drogue qui est conservée telle qu'elle. Ah bon? Voilà. D'accord. Alors, Mina, vous avez parlé d'hygiène de vie. Il y a des conseils à donner à ce propos? Oui, donc pour remédier au dessèchement de l'organisme, donc il y a tout un panel de conseils d'hygiène de vie. Donc c'est tout d'abord avec le massage à l'huile pour faciliter la détente et un sommeil en continu. Donc il est conseillé à toutes les personnes, et pas seulement les personnes qui sont dépendantes à des substances, de se masser les pieds tous les soirs. Ah bon? Voilà. Et donc il y a justement une représentation sous forme de carte des pieds, où les différentes zones du corps sont représentées sur les pieds. D'accord. Et donc justement pour faciliter un bon sommeil, donc il sera nécessaire de masser les orteils avec un mouvement en fait des pouces bien précis, donc sous forme d'essuie-glace. Oui. Voilà, sur la partie des orteils. Et donc là, comme en ce moment, il fait particulièrement chaud, l'huile de massage qui sera particulièrement adaptée, c'est l'huile de coco, parce que c'est une huile qui est rafraîchissante. Il est vrai que dans l'idéal, ce serait bien de se faire masser tout le corps et le dos, puisque le dos, c'est une zone qui encaisse toutes les émotions de stress, les tensions. Et donc ça va participer également à un bon sommeil en continu.
Jocelyne a une question. Oui, je voulais revenir au niveau de l'addiction du cannabis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'États aux États-Unis maintenant qui essaient de le légaliser, le libérer et tout ça. Mais si la principale composante qui est le THC, bon, si on arrive, surtout dans ces pays, ils arrivent à débarrasser le THC, ou bien est-ce que le cannabis pourrait être consommé sans addiction, sachant qu'on fait maintenant de l'huile de cannabis, on fait ce genre de choses, et il est prouvé qu'il a des vertus thérapeutiques calmantes. Donc s'il y a moins de THC, ou s'ils arrivent à le faire, est-ce que c'est vraiment ça limiterait les addictions au niveau de cette plante? Dans le cas du cannabis thérapeutique, on peut espérer que justement, de façon encadrée, que des aspects positifs soient mis à disposition de tout le monde pour soigner la douleur, par exemple, chez des patients chroniques et justement qu'il n'y ait pas cet effet d'accoutumance. Bien, alors, dernier conseil à donner, accessible à tout le monde. Quels sont les résultats qu'on peut espérer, Mina? On a vu massage, etc. Alors, est-ce que réellement, ça peut aboutir à quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, l'important, c'est d'être régulier tous les jours. Tous les soirs dans le cas du massage, mais il y a aussi le nettoyage de la langue tous les matins au réveil qui est très important. Donc ça doit être le premier geste d'hygiène. Et donc nous allons voir à l'écran la représentation de la langue, où là encore il y a les différents organes du corps qui sont représentés sur la langue. Et le matin au réveil, cette langue, elle est chargée avec des toxines, puisque le corps a travaillé pendant la nuit. Et il faut vraiment retirer toutes ces parties blanches, jaunes ou colorées pour éliminer... Ça se fait à la main ou... Avec la brosse à dents. Avec la brosse à dents? Oui. D'accord. Ça, je ne savais pas, je l'apprends. Je vais essayer dès demain. Donc c'est quelque chose qui était pratiqué par nos arrière-grands-parents et qui systématiquement. Ça s'est perdu. Quand on se brosse les dents systématiquement, on se brosse la langue. D'accord. Ouais. Bon, donc on se brosse les dents, mais on se brosse la langue. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout aussi important. Et donc ça permet d'éliminer la fatigue, de se sentir plus léger, d'aller plus facilement aux toilettes, donc d'éviter la constipation, et en plus d'avoir la peau du visage plus nette. Bien, écoutez, Mina, on va retenir tous ces conseils. Mina, notre praticienne en Ayurveda. Alors, ce sont des conseils d'Ayurveda, je comprends bien. Ce sont des conseils de prévention et je dirais qui sont accessibles à tout le monde, hein, donc c'est un art de vivre. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes et pas seulement celles qui sont accros à quelque chose à pratiquer. Donc le massage des pieds et le nettoyage de la langue. Voilà, c'est noté. 13h49 dans le ZCL. Bien, on remercie Mina qu'on va retrouver pour sa dernière chronique au mois de juillet. Et donc, on va passer à une autre chronique, cette fois-ci, c'est le Coco et les abricots. Tout de suite, le générique. Et on va recevoir Jocelyne qui va nous parler de l'aloe vera. Bonjour aux téléspectateurs du ZCL et de Canal 10, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Haute Tension RHT. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la plante aux 1000 vertus, l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui est apparue, disons qu'en Mésopotamie, il y a plus de 1500 ans.
Et elle a été reconnue pour ses vertus au niveau intestinal parce que ça permet vraiment de réparer les désordres gastriques. Au niveau, c'est aussi un antiparasitaire. Ça nous débarrasse des vilains vers qu'on a dans le corps. Ça aussi, et très tôt, ils ont reconnu ses vertus sur la peau. C'était un cicatrisant. Et déjà, Pline l'Ancien, Hippocrate, toutes ces personnes, l'avaient reconnu pour ces bienfaits-là, ainsi que pour la coagulation du sang et les ulcères. Même en Égypte ancienne, même Cléopâtre l'utilisait couramment pour disons, améliorer, être toujours la plus belle, comme c'était une des reines réputées pour sa beauté, donc elle l'utilisait couramment. Elle est à part, disons, on sait, il y a un doute, on dit que les Espagnols et les Hollandais l'ont fait traverser l'Atlantique et l'ont fait venir aux États-Unis à partir du 15e, 16e siècle, mais d'un autre côté, on sait que les Mayas l'utilisaient déjà très longtemps et l'appelaient la fontaine de jouvence. Tellement que ça améliorait l'état de leur peau au niveau des cicatrices, au niveau des petits bobos, des boutons, au niveau des rides. Donc c'était vraiment déjà utilisé. Donc on en a trouvé des traces. Cette plante, je disais tout à l'heure que c'est une petite pharmacie à elle toute seule, parce qu'il faut compter qu'il y a plus de 75 éléments nutritifs, plus de 12 vitamines, que ce soit A, E, du groupe B, des 18 acides aminés. Et quand on le consomme, donc que ce soit en externe, que ce soit en interne, il n'y a aucune contre-indication. Donc on peut avoir un traitement médical à côté et consommer de l'aloe vera. Sauf peut-être pour les femmes enceintes où il y a prudence et les enfants de moins de 6 ans. Mais il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune contre-indication à le consommer. Donc quand on souffre, par exemple, de désordre gastrique, de diarrhée, tout ça, on peut prendre la pulpe d'aloe vera. Quand on veut s'hydrater aussi, pareil, les fleurs sont comestibles. Donc on peut prendre les fleurs et les prendre en infusion. Donc il faut faire la différence entre aussi le gel qu'on récupère en coupant la plante et en recueillant le gel à l'intérieur, et le suc qu'on appelle latex, qui, quand on fait une coupure à la plante et qui s'écoule, donc sachant que le suc, par contre, il est très très laxatif. Donc il y a une différence entre le gel qui permet de combattre la constipation, mais légèrement en ne faisant pas aller trop souvent, et le suc qui vraiment nous donne quasiment une tourista d'enfer. Donc à part ces vertus au niveau interne, il y a aussi au niveau de la peau. Bon, les gens qui souffrent de prurit, de champignons, peuvent utiliser l'aloe vera quotidiennement. Ceux qui souffrent aussi... Mais comment on fait? Le gel, tout simplement. On prend et on se frotte avec. Et c'est tellement reconnu pour ses bienfaits que l'industrie de la cosmétique et pharmaceutique l'ont mis dans leurs composants pour les personnes, quoi. Donc maintenant, on peut aller acheter en pharmacie ou dans les boutiques bio de l'aloe vera. C'est très important de voir que c'est bio parce que quand même si c'est une plante très efficace, mais il y a une certaine manière de le conserver et pour pouvoir être utilisé. Donc maintenant, on trouve sous forme d'ampoules, de comprimés, de gélules. Mais le mieux, c'est si on a un jardin, on a un aloe vera chez soi, de l'utiliser tous les jours fraîchement. Donc au moins on est tranquille. Donc je disais tout à l'heure qu'au niveau de la peau, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait l'expérience. Quand ils se sont brûlés, ils passent le gel dessus et ça cicatrise admirablement bien. Est-ce que vous savez, Jocelyne, que dans le passé, nos parents utilisaient l'aloe pour les enfants qui tétaient le doigt? Oui, parce que c'est tellement amer. C'est très amer. Il faut faire attention, c'est pas le gel en lui-même qui est amer. Ça veut dire c'est quand on coupe la plante avec la peau. Donc c'est cette peau qui dégage un suc, ce qu'on appelle latex, et c'est ça qui est très amer. Et donc c'est vrai que c'était rédhibitoire pour les enfants de mettre leurs doigts, mais il suffisait que ça passait et ils recommençaient. Donc ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas tant bien que ça. Mais c'est vraiment, faut faire attention. C'est pour ça que le gel, il est très agréable. On peut le prendre, le gel, le mixer et rajouter de l'eau, le mettre au réfrigérateur.
ou bien rajouter un peu de miel dedans, c'est encore plus naturel, et le consommer quotidiennement, parce que là, ça hydrate le corps à l'intérieur, en même temps, ça régule les fonctions. Si on a du diabète, ça tend à le réguler aussi. Donc, il a beaucoup de bienfaits. C'est vraiment une pharmacie qu'on a à notre portée. Sachant que dans tous les pays un peu secs, un peu chauds, ça pousse admirablement bien. Donc, il a toute sa place chez nous. Dans d'autres pays, comme en Malaisie, comme au sud des États-Unis, ils font la culture intensive d'aloe vera. Parce que, voilà, donc je pense que ce serait bien aussi qu'on pense à faire ça aussi chez nous. Bien sûr. Ce serait par rapport à l'économie. Il y a la canne, mais on peut se lancer dans l'aloe vera puisqu'on a le climat qui est pour. On vend même maintenant du jus à base d'aloe vera. Oui, il est très très bon et très frais, à consommer très frais et ça fait du bien. Et ce n'est pas du tout amer. Mais à part ça, il y a d'autres... dans les boutiques bio, on trouve de l'aloe vera pour en gel. Oui. Donc c'est très connu, je ne citerai pas la marque, mais c'est très connu et ça a beaucoup de succès. Et c'est vrai que ça aide beaucoup l'organisme. Surtout, c'est un détoxifiant aussi. J'ajouterais même que l'aloe vera, c'est un amincissant. Oui. Oui, parce que ça joue sur le métabolisme et ça aide. Je ne vais pas dire que c'est un amincissant, c'est l'amincissant miracle, non. Oui. Mais on le consomme quotidiennement avec un peu d'exercice et un bon régime aussi. Oui, bien sûr. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup dans la perte de poids. Bien. Vous avez terminé sur l'aloe vera. Ah, mais je voulais dire qu'en plus, on fait du tissu avec. C'était réputé à une époque, surtout au Maroc, où on l'appelait la soie végétale. Quand ils arrivaient avec... c'est comme les différents cactés, on fait de la ficelle, les cisales et tout ça. Et bien avec l'aloe vera, ils faisaient du tissu. Et ce tissu s'appelait le sabra. Et c'était littéralement nommé soie végétale. Maintenant, ça a tendance à disparaître parce que les artisans se font plus vieux, les techniques changent. Et maintenant, c'est remplacé un peu plus par le viscose. Mais vraiment, donc on voit que cette plante de A à Z, elle nous nettoie, elle nous protège. Et en plus, on peut se vêtir avec. C'est ce qui est intéressant. Pas mal. Bien. On vous remercie, Jocelyne. Deux petits mots comme d'habitude pour saluer. Deux petits mots. Toujours merci à Florence Barba, oui, ma maquilleuse pour ma bise en beauté. Oui. Et un petit mot par rapport à l'auto-école Kafka Énergie, qui sont des professionnels de la conduite. Donc pour tous ceux qui veulent repasser leur FIMO et leur FCO marchandises, donc ils appellent Kafka Énergie au 0590 93 63 11, 0590 93 63 11, ou bien ils se rendent au jardin de Wellbourg, ou bien ils vont sur le site kafkaenergie@orange.fr. Merci Jocelyne. Juste avant d'arriver, j'écoutais dans ma voiture un artiste de reggae très connu. Je vous donne les initiales. Si vous trouvez vraiment... Je veux bien jouer. BMW. Bob Marley on the Wheeler. Vous êtes trop forte. Elle est trop forte cette fille. Voilà. Merci Jocelyne. En tout cas, alors je rappelle justement pour parler de Nbitako que vous connaissez bien, qui vous salue d'ailleurs. Oui, je le salue également. Oui, je le salue également. Alors, l'œuvre poétique et narrative de Guy Tyrolien, c'est la conférence, c'est donc demain à 19h à Fouillol. Donc, il tenait à le dire parce que peut-être qu'on a un petit peu zappé l'heure. Donc, demain à 19h, si vous voulez entendre parler, comme on dit en créole, pour décatier tout travail à Guy Tyrolien, Nbitako. Sinon, il m'a laissé un deuxième ouvrage sur lequel nous reviendrons bientôt. Nbitako, Jean Lavik Abat Kataï. C'est un ouvrage qui est sorti en 2015, 500 pages, uniquement en créole, 100% créole. C'est une Il fallait le signaler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas pu avoir Pascal Abattant en direct de Marie-Galante, non? On l'a, non. Je crois qu'il a essayé, mais il m'a dit que ça ne passait pas. Demain, de toute façon, on l'aura. On aura aussi Joubi, puisqu'on aura Pascal qui nous fera régulièrement le résumé de l'étape du Tour de Marie-Galante, 41e édition. Et bien sûr, on aura aussi RHT et tout ce réseau de radios associatives qui suivent ce Tour de Marie-Galante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voudrais quand même saluer la mémoire de quelqu'un que je connaissais, Wilfried Etienne, mais enfin, vous ne le connaissez pas. C'est
C'est un animateur de Radio Gaillac où j'ai travaillé pendant quelques années. Il vient de décéder d'un AVC. C'était spécialiste de la musique haïtienne. Il était d'origine haïtienne, mais vivait en Guadeloupe depuis plus de 40 ans. Martine me prie d'annoncer qu'à partir de 15h, il y aura à Radio Gaillac à Pointe-à-Pitre, en face du Centre des Arts, une petite soirée culturelle en mémoire de celui qu'on appelait Fredou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30. On remercie tous ces gens qui participent régulièrement au ZCL, l'équipe de Céline Rodriguez, bien sûr, Zibris à la réalisation, et aussi nos chroniqueuses qui sont toujours présentes. Justine? Oui. Toujours black, magique. Oui, et woman, black, authenticité, que les femmes noires soient fières d'elles-mêmes. Tout à fait. Et notre amie Mina, qu'on salue aussi avec plaisir, qu'on va retrouver en juillet, je l'ai dit. Un dernier soir. Voilà, c'est fini. On emballe tout et puis on se quitte, on se revoit demain.